Salut mes chers amis, j'espère que vous vous portez bien comme d'habitude. Je le souhaite sincèrement. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des paramètres de prise de vue caméra avec le motion blur, avec du flou dans les mouvements. Et je voulais en parler précisément sur Octane, mais en fait, je vais vous faire le topo global pour comprendre de quoi on parle quand on parle de shutter time, le temps d'ouverture, et de shutter angle. Le shutter angle, c'est un vieux truc qui vient des vieilles caméras dans lesquelles on utilisait de la pellicule en ruban, et puis on faisait passer un disque devant avec un trou, et ce disque passait devant la pellicule durant un certain temps, et puisque ce disque tournait, ça nous donnait le shutter angle, un angle sur lequel on shoot. Et suivant ce qui se passe devant la caméra, au moment où l'image est prise, s'il y a des choses qui bougent, elles vont apparaître floutées. Si l'ouverture du shutter angle est très courte, on va avoir des images, chaque image du film va être relativement nette et fixe. Ça c'était un petit topo d'intro, mais justement, je veux vous l'expliquer plus en détail. Ici on a une image d'une sphère qui se déplace dans la scène là-haut, de gauche à droite, et là elle est prise, elle se déplace entre l'image 0 et 100, là elle est prise à l'image 50, pouf, je shot, et on voit ce mouvement de flou horizontal. De quoi ça vient? Ça vient exactement du fait de quand on fait une ouverture, une exposition de la pellicule à l'époque, quand on utilisait de la pellicule pour faire des films, on avait un temps d'ouverture, et durant ce temps d'ouverture, il se passait des choses à l'image, et puis on referme. Et on a fixé une image sur la pellicule. Puis on déroule la pellicule un petit peu et on prend une autre image. Et s'il y a des choses qui bougent, durant le temps où on a pris l'image, si les choses bougent, elles vont apparaître floues. C'est le motion blur. Il y a une tendance graphique depuis un certain nombre d'années qui tend, notamment dans les films d'action, à ne pas avoir de motion blur, à faire des prises de vue image par image où les choses sont très nettes, ce qui donne l'impression que tout est très net, ça se déplace, clic, 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 clic. Quand ça manque un tout petit peu de motion blur, c'est tellement net parfois que si vous avez quelque chose qui traverse l'écran d'une façon trop nette, la chose se trouve ici, puis elle disparaît, ça fait tac, tac, tac. Alors que s'il y a un petit motion blur, ça adoucit un petit peu le truc, on voit que ça passe, et ça fait pas tac, tac, tac. Donc, c'est devenu, maintenant qu'on filme en numérique, le fait d'utiliser des temps d'ouverture allongés ou courts, c'est devenu un style graphique. Il y a des films... Attendez, je réfléchis une seconde. Voilà, j'ai trouvé un bel exemple. Ça, c'est une image extraite du trailer de Age of Tomorrow, où là, on a une image qui fixe la tête, enfin, une caméra qui filme la tête de Tom Cruise dans le film, ou Tom Cruise, je sais pas comment on dit, Cruise, je crois. Et pour montrer que ça s'agite vraiment, le temps d'ouverture est très long. Donc pour chaque image, quand on shoot une image, il se passe des choses, il se passe que, je sais pas si c'est la caméra ou l'ensemble qui bouge, mais ça crée tous ces flous là. Voilà, vous voyez? Et il y a d'autres séquences du film dans lesquelles, même quand il y a du mouvement, il y a certaines choses qui sont plus ou moins nettes. Là on voit, a priori c'est la caméra qui bouge, et puis tous les objets bougent en même temps, donc tout est un petit peu flou, ça se déplace très vite quoi. Et il y a d'autres sections où on a moins de motion blur. Là on a une section qui est très intéressante, voilà.
Ici, on a un tas de choses qui bougent dans tous les sens, l'hélicoptère et tout, des explosions, hein, tout est un petit peu flou dans le mouvement. Et il y a un moment, je sais pas si on va le voir. Voilà, il y a des instants où elle est nette. Donc, eux, ils ont fait, alors là, on voit très bien que c'est un compositing de elle en tant que personnage sur la scène qui se trouve derrière, en image de synthèse. Et ils ont choisi ici, pour elle, d'avoir une ouverture un petit peu plus courte. C'est-à-dire que ce soit un peu plus net. Attendez, on va essayer de revoir. Là, vous voyez, à la vitesse où elle tourne, tous ses membres, etc. sont super flous et on distingue quand même un petit peu son visage, comme s'il y avait une netteté choisie, en fait. Il y a eu un choix, quoi. Voilà. Enfin bref. Et on voit dans des scènes de différents films des moments comme ça où il y a des choses qui apparaissent plus nettes que d'autres. Donc c'est simplement une possibilité technique et c'est une possibilité qui permet d'ajouter une sorte de peps à la composition globale. Mais comment on gère ça, nous, quand on fait de la 3D avec cinéma 4D? Et qu'est-ce que c'est exactement? Parce que on peut mesurer ces informations. Alors je m'enlève un lien. On peut soit choisir un temps d'ouverture. Alors ici, on est sur Octane, mais peu importe. Hein, c'est la même chose sur le moteur, enfin sur Redshift ou sur le moteur de rendu physique de cinéma 4D. On a le temps d'ouverture, on a la durée, un pourcentage de durée de l'image, on a un angle et on a alors un temps d'ouverture mais inversé, c'est-à-dire 1 divisé par quoi? C'est-à-dire si vous avez par exemple 25 images à la seconde, vous pouvez mettre 1 sur 25, ça va vous donner 0,0333, je dis pas de bêtises. 1 divisé, si vous avez 25 images à la seconde, 0,04. Ah oui, si vous êtes en 30 images à la seconde, ça va vous donner 1 divisé par 30 images à la seconde, ça va faire 0,0333. Ça, c'est le nombre de secondes du temps d'ouverture. Ce temps d'ouverture exprimé ici en 1 sur un certain nombre de secondes ou en temps précis, si vous mettez 1 sur 30, ou si vous mettez ici en time 0,03333, si vous êtes à 30 images à la seconde, c'est la même chose. Par contre, le frame length, c'est pas la même chose. Le frame length, il va dépendre de la cadence d'image de votre film. Si vous êtes dans la compo à 50 images secondes, si vous faites un rendu à 25 images à la seconde, ça va être différent. Et c'est là qu'il faut faire les bons choix. Donc, on va parler de ce que c'est que l'angle d'ouverture, parce que ça a un sens. Alors, je passe sur une nouvelle scène ici, où je vais juste pour l'instant cacher ça. Donc vous avez la pellicule, sur laquelle on va filmer des images, et vous avez un cache devant la pellicule, qui est ce cache gris là, voilà, qui permet de laisser passer la lumière qui vient de l'objectif pour la graver sur la pellicule. Alors sur ce cache, j'ai fait un trou un petit peu plus grand, hein, pour bien voir que la pellicule se trouve derrière. Et cet instant de la pellicule va être fixé durant un certain temps quand notre obturateur va tourner. Donc, en général, l'obturateur il tourne dans ce sens-là. Donc, il tourne à une certaine cadence, par exemple à 25 tours à la seconde, si c'est un
film à 25 images par seconde, où il tourne à 30 images par seconde, enfin il fait 30 tours par seconde, si on est en train de filmer à 30 images à la seconde. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'on a un temps d'ouverture. Donc le cache se trouve là, ou plutôt on va faire autrement. On vient de shooter une image, et maintenant on est là. Durant tout ce moment où le cache, ici, le shutter empêche la lumière d'arriver sur la pellicule, on va profiter de ce temps pour faire avancer le film d'une image. Donc on va avoir une image qui avait été prise là avant, et maintenant on va prendre une nouvelle image ici, là en bas. Et donc, on profite de ce temps de rotation pour faire déplacer le film, et maintenant on va exposer le film durant un certain temps. Voilà. Là, la lumière qui arrive de l'objectif rentre sur le film est exposé, et fin de l'exposition. Et maintenant que l'exposition est terminée, en général on le fait ce qu'on appelle en contre-axial, c'est-à-dire que quand le shutter arrive ici, quand il fait ce mouvement là, on pousse le film d'une image au-dessus. Et puis on repart, c'est reparti, et on expose la pellicule durant un certain temps. Voilà. Et alors là, on expose la pellicule durant combien de temps? Bah, si on est par exemple à 25 images à la seconde, eh ben, notre disque tourne à une vitesse de 25 fois par seconde, et donc cet angle ici, qui est à peu près de presque de 90 degrés, ici, presque, c'est un petit peu en dessous. Après on peut revenir, je peux revenir puisque je l'ai fait en paramétrique. Si je rajoute ici, oups, dans ma sélection, si je rajoute des faces ici, attends, je vais enlever celle-ci, je rajoute des faces ici, j'enlève celle-là, on n'est pas à 90 degrés, je déborde. Là on doit y être, je pense, à peu près on va dire, allez, c'est pas bien grave. Là on a une durée d'ouverture qui est de 90 degrés par rapport aux 360 degrés du disque. C'est-à-dire que, par exemple, à 30 images à la seconde, le film va être exposé durant un quart de la surface du disque. Donc il va être exposé à 90 degrés. Et donc on compare en fait le temps d'exposition. Donc c'est un quart de 30 images à la seconde. Donc si je reprends une calculatrice, si on a 30 images à la seconde, 1 divisé par 30, ça nous fait une vitesse, enfin le disque met 0,03333333 secondes pour faire un tour entier, mais puisqu'il n'expose le film que sur un 90 degrés, c'est-à-dire un quart de sa rotation, enfin de sa surface globale de 360 degrés, un quart, donc divisé par 4, donc l'exposition ici elle est de 0,0083 secondes. Donc ça c'est le temps d'exposition, soit en temps, donc 0,0083 secondes, soit en angle. Et l'angle va dépendre, enfin, si on donne l'information en angle, c'est-à-dire que l'ouverture est ici à peu près de 90 degrés, si on donne le temps d'ouverture en angle, comparé au temps de révolution, on connaît le temps d'exposition. Et durant ce temps,
quand le disque se déplace ici et qu'il expose une partie de la pellicule, s'il y a des choses qui bougent devant l'objectif, ces choses vont bouger dans la façon dont elles vont être imprimées ou impressionnées, je ne sais pas comment on dit, la façon dont elles vont être fixées sur la pellicule. Et là, hop, on est dans le Closed Shutter Time. Là, on est dans la section fermée. On fait un tour, on déplace la pellicule, on prend une nouvelle image, et hop, et on ferme. Voilà. Donc, ce temps, on va le trouver, notamment dans Cinema 4D. Si on crée une caméra, je vais juste vérifier ici, je suis en moteur de rendu physique. Et dans le physical, j'ai le motion blur qui est activé. Et ici, j'ai une sphère qui, de l'image 0 à 100, se déplace. Donc si je me mets au milieu à l'image 50, j'ai créé une caméra qui est active ici. Dans les paramètres de cette caméra, donc c'est une caméra 35 mm classique. Et si je vais dans ces paramètres physiques, ici j'ai un shutter speed, c'est-à-dire le temps d'ouverture, le temps durant lequel je prends la vue, qui est de 0,033 secondes, parce que je suis à 1/30 de seconde. Mais si je suis à 1/30 de seconde, c'est-à-dire que j'ai une prise de vue complète si je suis à 30 images par seconde. Et tout ça donc dépend, CTRL D ou Edit Project Settings. Ici dans Project, vous avez le FPS, le nombre d'images à la seconde. Alors, si je suis en 30 images à la seconde, il s'avère ici que j'ai modifié mon animation en faisant ça. Donc les coordonnées de mon objet, si je vais voir Animation Show Track, mon objet sphère que je glisse ici, la position, donc voilà. Si je déplace la dernière image à l'image 100, l'objet se déplace entre les images 0 et 100, et au milieu, à l'image 50, l'objet se trouve là. Je suis à 30 images à la seconde dans mon animation ici, et du point de vue de ma caméra, j'ai un temps d'ouverture qui est de 1/30 de seconde. Ce qui fait que si je fais la prise de vue durant toute la durée de cette prise, donc ma seconde est divisée en 30, et 1/30, ça fait 0,033, ce temps-là, l'objet va se déplacer entre l'image précédente, l'image où il est, et l'image suivante. Mais quand je prends cette image-là, avec un temps d'ouverture de 0,033 secondes, je vais avoir dans mon rendu... Alors, malheureusement, on n'a pas, quand on fait un render dans le viewport, en mode physical, on n'a pas le motion blur. Il faut faire un rendu dans le picture viewer. Je vais l'agrandir, voilà. Et on voit notre sphère qui a un petit flou là, à droite à gauche. Ça, c'est au cas où, puisque là on est à 1/30 de seconde, c'est la durée d'ouverture. Et vu qu'on a 30 images par seconde, ça veut dire que chaque image qu'on prend, elle est complète. C'est comme si ce disque-là, il avait une ouverture qui était vraiment entière. Je vais essayer de revenir sur le disque ici. Je vais sélectionner, oups, selector. Je vais sélectionner toutes ces faces. Je vais juste en enlever une là. Voilà. On va garder juste un tout petit bout. Hop, je reviens. Delete, il me delete pas la selection là.
Selection, ma sélection c'est ça. Ok, c'est pas très grave. Là je suis sur mon disque, j'ai sélectionné ces faces. J'active le delete pour supprimer ces faces. Voilà, c'est bon. Ok, il n'avait pas mis à jour les faces sélectionnées par défaut. Donc, à 1/30e, attendez, je vais revenir, voilà. Ça veut dire que, ici, je commence à exposer le film est exposé, exposé, et là, ben, durant ce court laps de temps, le film, lui, il va se déplacer pour prendre une... Bon, il se déplace, on va dire, en bas, pour prendre une nouvelle image. Et le disque, là, d'exposition, voilà, c'est exposé durant toute la durée, ce qui... Enfin, toute la durée du 1/30e de seconde, ce qui est physiquement impossible. Puisque dans ce mode-là, il faudrait au moins que la pellicule soit cachée au moment où la pellicule se déplace de une image. Donc si je reviens sur mon disque ici, donc on a dit que physiquement c'était, voilà, je me mets en sélection, physiquement c'était impossible. Il faut au moins que la pellicule soit cachée durant un certain temps par le disque, et au moins la taille de la pellicule ici. Là, j'ai mon disque qui cache la pellicule. Donc quand le disque tourne, qu'il est là, on peut envisager, mais le disque lui tourne à une certaine vitesse, on peut envisager que mécaniquement on ait quand même le temps de déplacer, de passer à l'image suivante, et que hop, on expose une nouvelle image. Donc là on se rend compte que c'est très difficile, je sais plus sur quelle scène je me trouvais, celle-ci. On se rend compte ici que c'est très difficile mécaniquement avec des caméras, avec des films. C'est pratiquement impossible de passer en dessous de, on va dire, 310 degrés quoi, d'exposition. Parce qu'il nous faut un certain nombre de degrés dans le cache pour pouvoir ne pas exposer la pellicule pendant qu'elle se déplace d'une image. La pellicule bouge, clac, et après on l'expose. Et puis elle bouge, clac, et après on l'expose. Et bouge, clac, voilà. Mais quand on règle les caméras standard de cinéma 4D, on peut lui dire que je veux un temps d'exposition, non seulement qui est le temps de l'image, mais on peut même mettre un temps plus grand. Je peux mettre ici par exemple, je sais pas, 0,1, ce qui dépasse la durée potentielle d'exposition d'une image. Si on a 30 images par seconde, hein, je le refais, 1 divisé par 30, ça veut dire que le temps en secondes pour chaque image d'exposition, il est de 0,03. Mais d'un point de vue logiciel, là, virtuel, on peut mettre par exemple 0,1 seconde, ce qui va nous donner un motion blur plus grand, plus vaste. Il va faire la prise de vue en considérant qu'au moment où il fait la prise de vue, ben en fait il part avant le mouvement, il part après. Donc il attribue ce 0,1 seconde, il attribue la moitié de ça, donc 0,05 avant et 0,05 après. Et si je l'augmente encore très fort, par exemple à 0,5, à une demi-seconde de temps d'ouverture, là on va voir moteur de rendu physique, ça rame un peu, voilà, on voit un truc qui mécaniquement avec un film est impossible à faire. C'est que on a un temps d'exposition pour une image, l'image 50,
qui dépasse le temps d'existence de cette image dans le film, qui n'est que de 1/30 de seconde. Alors que là, on expose durant donc une demi-seconde, ce qui est impossible. Mais on peut le faire et ça peut permettre d'avoir des effets créatifs. Alors là, j'ai indiqué le temps et au lieu d'indiquer le temps ici, par exemple une demi-seconde pour une image, comme sur notre scène ici où on a notre disque là qui tourne et on va avoir ici, allez, on va dire 310 degrés. Là, hop, j'ouvre et durant une rotation, j'ai 310 degrés d'exposition sur les 360. On peut utiliser ici ce paramètre du shutter angle qui est à 180 degrés et là on peut pas le modifier et figurez-vous qu'il y a une petite erreur dans la documentation de cinéma 4D. Alors quand on va sur la doc, par exemple si je prends le paramètre shutter speed, clic droit, show help, là on a toute l'information sur le shutter speed. Ici on nous dit voilà, c'est une vitesse qu'on peut indiquer en secondes. Et en dessous, on a shutter angle, qui est donc, comme je voulais montrer excusez-moi, je viens de déplacer ma fenêtre. Ok, c'est cette fenêtre-là que je voulais bouger. Ici, on a des infos sur le shutter angle, donc qui là, pour l'instant, est grisé. Et shutter angle, donc qui va de 10 à 1080 degrés, donc c'est ce que je vous ai montré. On a la fenêtre de prise de vue, ici avec un disque ouvert à 90 degrés, et ici avec un disque ouvert avec une fermeture plus élevée. Et on nous dit ici the shutter angle setting normalement à 180, c'est-à-dire que par défaut on a un disque qui est coupé à moitié. Ça veut dire que mon disque ici, je vais lui mettre une rotation un petit peu plus cohérente. Voilà, je vais le remettre en rotation à 0. Il nous dit que l'ouverture normale de notre disque, si je vais voilà, vue de face, ce sera plus simple, comme ça. L'ouverture, normale. Attends, oui, sélection, voilà. L'ouverture normale, c'est 180 degrés, c'est-à-dire, enfin, l'ouverture normale. L'ouverture par défaut. J'ajoute mon delete, mon extrude. L'ouverture par défaut, je reviens en 3D. L'ouverture par défaut sur mon disque pour l'exposition, c'est ça. C'est 180 degrés, c'est-à-dire la moitié du disque. Hop, fini. Et maintenant, la pellicule a le temps de se déplacer derrière, se déplacer d'une image, et hop, on shot la nouvelle image. Fini. Voilà. Et c'est ce que nous dit la doc. La documentation, d'ailleurs si je vais sur ma caméra ici, donc physical, voilà. Shutter angle, il est à 180, mais il est grisé, il n'est pas accessible. Donc il nous indique que c'est utilisé pour la vitesse d'ouverture, ou de fermeture, puisque c'est shutter. Plus l'angle est plus petit, moins l'image est exposée à la prise de vue. Alors, et là on a this is relative in cinema 4D only if exposure is enabled. Donc ça veut dire que c'est relatif, enfin ça fonctionne uniquement si la fonction d'exposition sur la caméra est activée. Donc je vais sur la fonction exposure, je l'active, je peux choisir la sensibilité de la pellicule en ISO,
plus le nombre d'ISO est élevé, plus la pellicule est sensible à la lumière, donc moins elle doit être exposée, on va dire. Mais on n'a toujours pas accès au shutter angle. Donc là, il y a une erreur dans la doc ici, c'est pas if exposure is enabled, c'est if movie camera is enabled. Si on active le movie camera pour dire je veux faire des prises de vue comme si c'était une caméra réelle avec de la pellicule, maintenant on a accès au shutter angle. Et ce shutter angle, donc si je le mets à 4,90, pour chaque image que l'on avait, que l'on a, c'est ce que je vous ai déjà montré là. Je vous le remontre à nouveau. Par défaut, on a une ouverture de 180 degrés sur notre shutter. Le shutter, c'est ce qui ferme la prise de vue, en fait, pour pas que la lumière rentre. Mais c'est ce qui l'ouvre aussi. Donc si sur ce disque, je prends uniquement 90 degrés, donc je vais désélectionner ça. Voilà. Donc ça c'est ma sélection active, j'active mon delete, extrude, voilà. Donc maintenant, dans mon autre scène là, où dans ma caméra j'ai indiqué physical que j'avais un shutter angle de 90 degrés, ça veut dire que quand mon disque de prise de vue fait un tour, durant 90 degrés, la pellicule est exposée. Et s'il y a des choses qui bougent durant ce temps-là, durant le temps de ces 90 degrés, qui est un quart d'un trentième de seconde si je filme à 30 images à la seconde, mais qui est un quart de un cinquantième de seconde si je filme à 50 images à la seconde. Si je suis à 50 images à la seconde, le disque il tourne à 50 images, et il tourne à 50 tours par seconde. Si je filme à 25, il tourne à 25 tours par seconde. Et durant 90 degrés, durant un quart, il expose la pellicule. Voilà. Donc il y a une petite boulette dans la documentation qui dit qu'il faut que exposure doit être activé. C'est pas exposure, c'est movie camera qui doit être activé pour choisir ça. Alors, maintenant que je vous ai bien exposé durant une demi-heure, voilà, ce que c'est que le temps d'ouverture, qui à l'inverse s'appelle le shutter time, shut, c'est faire fermer. En fait, ce disque que l'on a là, il sert à fermer, à empêcher la lumière de rentrer pendant qu'on déplace la pellicule. Et une fois que la pellicule est à sa place et qu'on est prêt à prendre la nouvelle image, hop, on a un temps d'ouverture. Donc, ce disque, c'est un disque de fermeture, c'est un shutter. Et dans ce disque de fermeture, il y a une partie qui est ouverte. Ça, c'est l'ouverture ou le temps d'exposition, qui peut s'exprimer en temps, en durée ou en angle. L'angle du disque suivant sa vitesse de rotation, c'est-à-dire suivant le nombre d'images par seconde. En quoi ça peut poser un problème? Enfin, ça peut poser un problème. La façon dont on va le régler, si on choisit un temps d'ouverture ou si on choisit un angle, ça a une différence sur un truc qui est très particulier. C'est si vous avez une composition, ici vous travaillez sur une timeline qui tourne par exemple à 50 images à la seconde et que vous faites un rendu à 25. Ça peut créer un problème. Pour que ce soit plus facile à montrer et plus rapide, je vais utiliser une caméra Octane où les paramètres sont exactement les mêmes. Hein. Quand on est dans la section Motion Blur du tag de la caméra transformée pour être utilisée comme une caméra Octane, on a l'expression du temps d'ouverture en secondes. Donc ici, par exemple 0,33333, ce qui correspondrait à une composition avec une durée d'ouverture complète,
sur une image à 30 images par seconde. Mais mon projet, CTRL-D, est à 50 images à la seconde. Donc je n'ai pas une ouverture complète. Si j'avais une ouverture complète à 50 images par seconde, j'aurais 1 divisé par 50, j'aurais une ouverture de 0,02 secondes. Et dans ma caméra ici, j'ai pas 0,02, j'ai 0,03. J'ai une exposition qui dure plus longtemps, une exposition qui est plus longue que la durée virtuelle de l'image elle-même. Alors, c'est possible de le faire avec des logiciels 3D. Je vais ouvrir juste le moteur de rendu. Octane. Ok. Là, on a un flou, en fait, puisque cette sphère se déplace. Donc, on a un flou qui est créé, mais à l'image, par exemple, ici, 50. On a un flou qui s'étale et qui dépasse, enfin, qui ne reste pas dans l'image 50. Ce flou la dépasse, puisque si cette image qui ne dure que 0,02 secondes, là si je mets 0,02 secondes dans le shutter time, là c'est le maximum de flou que je puisse obtenir durant la prise de vue de cette image, à cet instant, l'image 50. Et il s'avère qu'on peut l'augmenter. Alors, ici, il faut remettre les données en mémoire, donc il faut reculer un petit peu et revenir, voilà, pour qu'il ait des infos. Voilà, vous voyez? C'est comme si sur une seule image, j'avais capté ce qui se passait dans les images précédentes et les images suivantes. On peut utiliser ça si on veut des effets, créer des effets, je sais pas, spéciaux, créatifs ou quoi, on peut utiliser ça. Mais dans la réalité, c'est impossible. Et ici, sur Octane, on a aussi ce Motion Blur Cache Frames, le nombre d'images qu'il peut mettre en cache avant et après pour, quand il calcule une image, savoir comment l'objet a bougé vraiment entre toutes ces images, même si le temps d'ouverture dépasse le temps réel d'exposition d'une image à un instant T. Ici, si je mets à 150, il va pouvoir enregistrer, voilà. J'avance et je recule, voilà. Quand j'avance, voilà, il enregistre, il met un tas d'images en cache et il fait un mix, en fait. Bon, je vais revenir ici à 25 par défaut. Ok. Il y a un problème qui se pose vraiment, parce que là, si je suis, on a dit CTRL-D, je suis à 50 images à la seconde, et on a dit donc de 1 divisé par 50, ça nous donne 0,02 secondes d'exposition maximum entre les images. Donc sur ma caméra, si je mets 0,02 secondes, ça c'est le temps d'exposition maximum que je peux avoir entre deux images. Voilà. Et voilà le flou que ça me donne. Durant le temps d'ouverture de 0,02 secondes, voilà, la sphère a bougé, et elle a bougé de là à là. Et maintenant, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il vaut mieux utiliser soit un angle de 180, ça veut dire que, vu que l'image dure un 50e de seconde, quand je fais le rendu, je vais voir le motion blur, donc le flou, que sur la moitié de la durée de cette image. Il y a eu l'image précédente, et celle-ci n'a été exposée qu'à 180 degrés, c'est-à-dire que sur la moitié de son temps. Le temps de cette image, je vous le répète, c'est 0,02 secondes. Donc le motion blur ici, avec un angle de disque d'ouverture à 180 degrés,
je n'expose l'image que durant 0,01 seconde, la moitié. Alors, on peut travailler directement sur le temps, mais il vaut mieux travailler sur une fonction de la durée de l'image. Donc ici, encore une fois, je suis à 50 images par seconde. Et je vais lui dire un temps d'ouverture de 50%, la moitié. Comme ici sur mon disque. Là, j'ai un quart. Ok. Donc, si je veux un quart, je mets 0,25. Enfin, je mets 25% de temps d'ouverture pour l'image. C'est 25% du temps d'existence de cette image. En angle, ça se traduit par 90%. Pourquoi il vaut mieux travailler en... je vais revenir à l'image 50. Pourquoi est-ce qu'il vaut mieux travailler en angle ou en frame length plutôt qu'en time? Pour une raison qui n'est pas forcément simple, mais qui va s'imposer quand vous allez vous rendre compte que, ah oui, effectivement, ça fait une différence. Si votre projet est, par exemple, à 100 images par seconde. Donc là, mon projet est à 100 images par seconde, ce qui fait que ma sphère se déplace entre l'image 0 et 200. Je vais reprendre ma sphère et je vais lui dire non, non. Ici, le paramètre X, tu te déplaces. Show track. Je glisse ma sphère ici. Tu te déplaces du premier endroit au deuxième, entre l'image 0 et l'image ici qui est frame 100. Voilà. Et ici, je vais mettre en bas dans la scène, on va mettre 150. Voilà. Donc, entre l'image 0 et l'image 100, ma sphère traverse ma scène là en haut, vue de la caméra. Que je vais replacer un tout petit peu. Voilà. Allez, je vais remettre la caméra en angle 0, 0, comme ça elle est bien droite. Ok. Ici X0, Y0, Z, je vais reculer la caméra. Voilà. Image 50, ma sphère elle est au milieu, mais ma sphère elle bouge. Le problème sur la caméra, dans les paramètres de votre caméra, mais que ce soit sur Redshift, dans le moteur physique, sur d'autres moteurs de rendu, Arnold, Octane, etc., c'est que si vous indiquez l'ouverture sur un certain temps, par exemple ici 0,02 secondes, que ma scène est à 100 images par seconde, quand vous allez dans les paramètres de rendu, output, ma scène est à 100 images par seconde. Si ici dans le frame rate, dans le rendu, je vais faire un rendu à 25 images par seconde, donc il va faire une image toutes les 4, le problème c'est qu'il va quand même prendre ce temps-là. Le temps de 0,02, on a dit que c'était un cinquantième de seconde. Et ça, on va le voir très très bien, puisque si je fais un rendu, là, voilà, j'ai l'image 50 ici, calculée avec un shutter time défini en secondes à 0,02. Mais c'est 0,02 par rapport à mes paramètres de rendu, pas par rapport aux paramètres de la définition en images par seconde de ma scène. On va le voir très très bien. Si je pars donc sur une frame length, donc ici on a 100 images à la seconde. Donc je me mets au milieu du mouvement, 100 images par seconde, ça fait 1 divisé par 100, ça fait une durée d'ouverture maximale pour chaque image de 0,1 seconde. Donc là, je vais mettre 0,1 seconde en temps d'ouverture pour chaque image.
et je calcule une nouvelle image. Bébé, la voilà. Mais dans mes paramètres de rendu, je lui ai dit hey, fais-moi un rendu à 25 images à la seconde. Bah oui, mais il a calculé cette image 50 en considérant donc qu'il calculait une image sur 4 et la durée d'ouverture elle est fixe, elle est de 0,01 secondes. Alors que ce 0,01 seconde à 100 images par seconde, ça correspond à l'ouverture totale en angle de 360 degrés pour une image, à 100 images par seconde. Donc si je le mets en angle, 360, et que je refais un rendu, vous voyez, on a un flou qui est beaucoup plus grand. Si je passe ici maintenant, si je dis au moteur de rendu, hey, tu travailles à 100 images à la seconde, refais-moi un rendu à 360 degrés d'angle d'ouverture par image, l'ouverture maximum, refais-moi un rendu, j'ai cliqué, ouais, non, voilà. Oh, le flou est beaucoup moins grand. Eh oui, parce que maintenant, alors je vais revenir en arrière, je vais avancer, image 50, on va refaire un rendu. Voilà, on a un flou donc sur une, enfin un motion blur sur une durée d'ouverture de 360 degrés par rapport à la cadence d'images par seconde de la scène, pas par rapport au rendu. Oh, par rapport au rendu. Hey, si maintenant je redescends à 25 dans mon rendu et que je fais un rendu, le flou est beaucoup plus long alors que l'angle n'a pas changé. Donc là, il a bien pris en compte que vu que j'étais à 25 images par seconde, le flou allait être plus long en fait. Le motion blur, la prise de vue étant plus longue, on est à 25 images par seconde dans le rendu, on a une longueur de flou, de motion blur qui est plus longue. Même chose ici, si je considère plutôt, si je lui dis, tu sais quoi, tu me fais une ouverture à 180 degrés, c'est-à-dire, ici dans notre scène, c'est notre disque, il est ouvert à moitié en fait ici. Je reviens là, donc ma scène est à 100 images par seconde, mais je lui dis l'ouverture c'est 180 degrés par rapport à ce frame rate de 25. Rendu. Voilà, ici on a un certain flou. Si je descends ici de 180 degrés à 90, on a la moitié de la longueur sur le flou, même s'il est à 25 images par seconde dans le rendu. Et le problème, c'est que si vous utilisez le temps, eh bien le temps, lui, quel que soit le nombre d'images par seconde ici, on aura un flou qui sera le même. Donc on va essayer. On est à 100 images par seconde, donc un flou sur une image, un motion blur sur une image complète, c'est 0,01 secondes. On va faire un rendu. Donc là, j'ai un certain flou, alors que je suis à 25 images par seconde dans le rendu ici. Donc je passe à 100, je refais un rendu, et on a la même chose. Sauf que l'objet a été décalé. Eh oui, parce que il essaye de trouver la position de l'objet entre une image et l'autre. Alors, le flou est bon, c'est-à-dire que enfin, le flou est bon. Non, le flou est faux, puisque le flou dure le bon temps, un temps fixe, même que l'on soit à 25 images par seconde dans le rendu ou à 100, la durée du motion blur est la même, alors que ça peut pas être la même, puisque la vitesse de prise de vue est différente. Et ce qui se passe entre les deux images, bah, c'est que l'objet a bougé. On n'est plus au même endroit. Et c'est là que le paramètre de time shift rentre en compte.
avoir un décalage de -1 à +1. Je vais le mettre à -1. Voilà. Alors attendez, parce que là j'ai fait un -1, mais je n'avais pas remis mon truc en place. Voilà. Avec un décalage de -1, je n'ai plus d'ouverture accessible, contrairement à avant. Alors, bon, je sais que c'est un petit peu compliqué, mais si, comme moi, vous faites des animes, moi je travaille beaucoup sur des animations à 50 images par seconde, surtout quand j'ai des simulations. J'aime bien travailler à 50, je trouve que c'est un très bon intermédiaire, notamment CTRL-D dans les paramètres de simulation ici, Simulation, Substeps ici avec 30 et des itérations, excusez-moi. Ici, Simulation, Substeps 30, itération à 1, 50 images à la seconde, on a des simulations qui sont très cohérentes, bonnes, quand on a des échelles correctes. Mais souvent je travaille à 50 images par seconde et souvent je fais des rendus à 25. Ici, dans les paramètres de rendu. Et pour pas avoir de surprise, avoir un blur qui soit trop large, parce que vu que je ne calcule qu'une image sur deux, vu que si j'ai défini le temps d'ouverture dans le motion blur ici dans time, si j'ai donné un temps fixe, là ici de 0,01 secondes, c'est le même temps d'ouverture qui sera utilisé, que je calcule mon anime à 25 images secondes, à 50 ou à 100. Le temps d'ouverture reste fixe. Là en dessous, le temps d'ouverture, lui, il reste fixe. Par contre, si on utilise un frame length, et si je me mets à 50%, ça veut dire la moitié, je veux que le motion blur, et je vais remettre ça à 0, je veux que le motion blur s'applique sur la moitié de la durée de l'image. Quand je vais faire mes calculs à 100 images à la seconde, on va venir ici à 50. Si je fais un calcul à 100 images à la seconde, je vais avoir 7 images avec une certaine quantité de flou. Si je calcule à 50 images par seconde, je refais un calcul. Vous voyez que le flou est le même. Alors, non, excusez-moi, il est pas le même, c'est parce que j'aurais dû rafraîchir la position. Voilà, refait. Voilà, on compare ça à ça. Vous voyez, en fait, c'est l'objet qui se déplace. Il se trouve pas au même endroit, mais la longueur du flou est bonne. Et si je passe maintenant à 25 images par seconde, que je refais un rendu, puisque mes images sont plus longues, 25 images par seconde, ça veut dire que mes images sont exposées durant un temps plus long. Et si j'utilise le frame length, 50, si j'utilise le frame length à 50% de la durée de l'image, si l'image a une exposition plus longue, eh ben, si j'utilise le motion blur sur la moitié, si l'image est plus longue, le motion blur est plus long. Voilà. Même chose pour l'angle. Si je me mets à 180, ce qui correspond à la moitié, moitié de la durée d'une image. Là, je suis à 25 images par seconde, donc j'ai un flou assez long. Si je passe à 50 images par seconde et que je refais un rendu, j'ai un flou qui est plus court. Et la position n'est pas exactement la même aussi. Mais ça, c'est OK. Mais, bon, j'espère que ça a été explicite, mais voilà pourquoi il ne faut pas utiliser la durée, parce que la durée, elle va être fixe, quel que soit le nombre d'images par seconde que vous utilisez dans vos paramètres de rendu ici. La durée va être fixe.
Alors que si vous utilisez le frame length, donc 50% de la durée de l'image, ou 180 degrés d'ouverture du shutter sur une prise de vue, tout ça étant relatif par rapport au nombre d'images par seconde lors du rendu final, vous obtiendrez quelque chose de cohérent si vous travaillez en frame length ou en angle, ou sur le temps, enfin le 1 divisé par le nombre, par la durée de l'image. Ce sont 4 façons de voir les choses, et il y en a 2, frame length et angle, qui vont avoir une implication directe par rapport à votre rendu final. Si vous avez une simulation à 100 images par seconde et que vous faites le rendu à 25, si votre temps d'ouverture est déterminé par un temps à la seconde, 0,01 seconde, le temps sera le même. Donc vous risquez d'avoir des flous plus ou moins trop grands ou trop petits. Donc travaillez en frame length ou en angle. Pour une image, je veux une ouverture de un demi-angle. C'est beaucoup mieux. Voilà, ça fait encore une vidéo de presque 1 heure. Le sujet est intéressant, moi je trouve. Après, vous pouvez l'utiliser et booster les valeurs pour avoir des trucs un petit peu artistiques et tout. Ne vous gênez pas. Allez, comme d'habitude, si vous avez aimé, vous aimez. Si vous avez aimé pas, vous aimez pas. Un petit like, c'est cool. Si vous avez aimé pas, vous me dites ce que vous avez pas aimé. Si vous avez aimé, vous pouvez me dire un petit merci, c'est cool aussi. Et pour ceux qui m'en font la demande de façon récurrente et tout, vous trouverez dans la description de cette vidéo, comme d'habitude maintenant, un petit lien vers ma page officielle de PayPal, sur laquelle vous pouvez faire un petit don de 1 euro, 2 euros, 5 euros, 10 euros, 200 000 euros, allez-y, soyons fous. Mais si vous voulez m'aider donc à payer les licences des plugins, des logiciels, etc. pour explorer de nouvelles voies, je vous remercie d'avance. Voilà, et je remercie tous ceux qui m'ont demandé de mettre ça en place, parce qu'ils voulaient, c'était une façon pour eux de dire merci. Donc si vous voulez me dire merci, mais surtout m'aider, nous aider à, comme je vous le disais, à payer des licences de soft et tout pour découvrir des choses, merci d'avance. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Ciao.